Xavier va nous parler de son expérience et de son ressenti en tant qu'homme homosexuel. Son parcours n'a pas été sans obstacles. Il a souvent été confronté à des préjugés et des discriminations, que ce soit dans la rue ou au travail. Xavier trouve du soutien et du réconfort au sein de la communauté LGBTQ+, où il a tissé des liens profonds et durables. Il aspire à un monde où chacun peut aimer librement, sans peur ni jugement. Son histoire est un message d'espoir et de résilience, inspirant ceux qui l'entourent à être authentiques et fiers de qui ils sont. Coucou Xavier, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour un peu aborder la manière dont on traverse l'espace public et les endroits collectifs en général. Est-ce que tu veux déjà nous faire part un peu de ton parcours, d'un point de vue global, comment tu traverses, comment tu habites l'espace public, que ce soit la rue ou d'autres endroits? De manière générale, la majorité du temps, je le traverse assez confortablement parce que on peut dire que j'ai quand même quelques privilèges par rapport à beaucoup de gens. Je suis blanc, je suis bien éduqué, c'est pas visible que je sois gay ou donc du coup c'est assez confortable pour moi. Oui. Et est-ce que ça c'est différent quand t'es pas seul et que quand t'es avec un partenaire par exemple ou avec d'autres personnes LGBT? Oui, ça change. Oui, ça change complètement la donne. Si je suis avec d'autres personnes LGBT en général, comme on est plusieurs, on se sent à l'aise. Je me sens à l'aise quand je suis avec plusieurs personnes. Maintenant, si je suis juste avec mon partenaire ou quand mon fils était plus petit, que j'étais en couple avec lui, là, c'est clair que je vais faire attention, selon l'endroit, selon l'heure. Mais même dans des endroits où je me sens en sécurité, je sais qu'il va y avoir des regards, des choses comme ça. Et quand mon fils était petit, il y avait vraiment des regards de reproches vraiment sur le fait d'être en couple gay avec un enfant, un petit enfant. Et même si on se tenait pas la main, on voit qu'on fait famille. Et là, par contre, quand il était petit, on était identifiables. Ça se voit qu'il y a une intimité, même si on se tient pas la main. Et ça joue, tu penses, dans ta propre construction ou même dans ta parentalité? Tous ces regards et toute cette... ça peut être un sentiment d'insécurité aussi, ces regards en rue? Oui, il y a l'insécurité en rue, c'est à ce moment-là, mais il y avait aussi une forme de pression sur la parentalité elle-même, d'être observé, jugé, déjà mal jugé parce que en couple homoparental, mais donc il y a une pression en plus sur être un bon parent parce qu'on est déjà vu comme par une certaine partie des gens comme un mauvais parent puisque un parent homo, et donc il y a une pression d'être le meilleur parent possible, de prouver qu'il y a une sorte de pression à la performance du bon parent, en fait. Et pour faire face à ça, donc même quand tu es seul, est-ce que tu as des stratégies? Est-ce que tu t'adaptes dans ta manière de traverser, d'être en rue, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses jamais? Non, j'y pense, mais j'y pense quand je risque d'être identifiable. Ça veut dire que si je me promène avec un conjoint, si je sors d'un bar gay ou d'une soirée gay, ou si je vais à une manifestation et que je m'identifie, je porte un drapeau arc-en-ciel ou un pins, à ce moment-là, dès que je vais quitter la manifestation, si je suis seul, je vais l'enlever. J'étais à une manifestation récemment, quand à un moment donné j'ai quitté le cortège, j'ai enlevé le drapeau arc-en-ciel que je portais en cap pour aller prendre le métro. Et je l'ai vite rangé dans mon sac pour être sûr qu'une fois avoir quitté les amis avec qui j'étais et où je me sentais en sécurité, je puisse pas être identifié.
c'est ça. Donc c'est juste une précaution. Je me sens pas en insécurité, mais j'ai pas envie de courir le risque. Oui, c'est vraiment d'essayer de déjouer bien à l'avance tout risque de violence, d'insécurité, de regard, d'inconfort, en tout cas, pour que tu sois le plus à l'aise possible, mais en y ayant pensé beaucoup à l'avance. Est-ce que ça colle un peu avec l'histoire aussi des communautés gays? Parce qu'on a une histoire dans les communautés gays qui est intimement liée à l'espace public, dans la manière dont les communautés se sont construites. Oui. Bon, moi, je parle aussi de... j'ai passé la cinquantaine, donc je viens d'une génération aussi où être gay jeune, c'était pas évident du tout. Ça l'est toujours pas, mais c'était quand même autre chose. La pression sociale était différente, et donc il y a une construction... Enfin, maintenant, même s'il y a encore des problèmes, je veux dire, on sait que... on n'a pas de raison d'être homophobe, que c'est condamné par la loi, tout ça. À l'époque, non, les discours homophobes étaient vraiment complètement décomplexés, il n'y avait pas de loi, donc forcément, on se construisait dans le secret, dans le placard, en fait. Oui, ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'assez commun encore avec toutes les personnes LGBTQIA+. C'est cette notion de devoir se cacher, d'avoir appris aussi à ne pas être trop visible au début. Dans la manière de faire des rencontres, du coup, avec d'autres personnes homosexuelles, d'autres personnes gays, est-ce que là, l'espace public rentre en compte? Oui, c'était... quand j'étais jeune, c'était vraiment... je pense pour une bonne partie de ma génération, un passage obligé d'aller vers des endroits de rencontre qui étaient dans l'espace public. Les bars, il y en avait quelques-uns à Bruxelles, mais je veux dire, tout le monde n'habite pas à Bruxelles. Et puis, et puis il y avait aussi ce truc de qu'il faut vivre son homosexualité dans la clandestinité. Donc du coup, on va aussi plus vite vers des lieux de clandestinité, donc des lieux de rencontre qui sont dans des espaces publics mais clandestins, à certaines heures, quand ils sont plus fréquentés. Mais aussi ce sont des lieux qui sont moins sûrs aussi, puisqu'ils sont complètement ouverts. Ça se passe souvent la nuit, dans des parcs. Et c'est aussi du coup une éducation qui est uniquement tournée vers la sexualité et pas vers l'affectivité. Et donc, dans ce sens-là, moi, je suis bi, donc j'ai eu aussi une éducation affective que j'ai pu avoir dans mes jeunes années, en étant même dans les jeunes classes, tenir la main d'une petite copine. Et en fait, on est en train plus de jouer aux amoureux, qu'il n'y a pas de sexualité, mais il y a quand même un apprentissage affectif. Et par contre, sur les relations homosexuelles, il y avait aucune éducation affective, c'était sexuel. Et donc hyper sexualisé, ça m'a mis des années avant de m'accorder le droit d'avoir une relation affective avec un homme. Parce que tout ça, en fait, formate les relations et oriente l'homosexualité vers la clandestinité, et donc vers la sexualité, et pas vers l'affectivité. Et est-ce que ça, encore aujourd'hui, ça veut dire qu'on prend plus de risques, par exemple, en tant qu'une personne qui recherche des relations HSH, donc des hommes qui recherchent des relations sexuelles avec d'autres hommes? Au plus il y a de sexualisation, donc au plus il y a de rapports sexuels, au plus il y a de risques, statistiquement parlant, mais aussi le fait que ça soit dans la clandestinité, dans l'hypersexualisation, ça rajoute aussi des risques. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même malgré tout des améliorations de ce côté-là, une meilleure prévention, et par où elle passe cette prévention selon toi? Alors, encore une fois, je pense qu'il faut revenir sur des notions de privilège, et qu'effectivement, pour beaucoup de personnes gays ou LGBT, les choses sont largement améliorées.
Mais on a encore toujours, ces lieux de rencontre existent toujours parce qu'ils répondent à des besoins de certaines communautés qui sont toujours dans l'obligation d'être dans le secret, dans la clandestinité. Et donc, effectivement, si on est, encore une fois, blanc, bien éduqué, on a ses papiers, tout ça, ça va. Quand on est en situation de migration dans un centre d'asile et que c'est dangereux pour son intégrité physique d'être identifié gay, ou même de prendre le risque de sortir qu'on nous voit sortir d'un bar gay, du coup, oui, on va aller vers ces lieux de rencontre de nouveau. Et de même, si on est isolé socialement dans une campagne où il n'y a pas de centre, où il n'y a pas d'association ou de bar gay, on va aussi aller vers, dans un petit village, on va peut-être plus vite pratiquer la clandestinité aussi, et donc se retrouver sur ces lieux de clandestinité aussi, oui. Ça reste un constat encore aujourd'hui, ce manque de lieux communautaires ou de lieux identifiés pour les LGBT? Oui, je pense que c'est vraiment... oui, il y a vraiment un manque. Et, alors, dès qu'on approche les gros centres urbains, on a beaucoup de bars et tout ça, mais c'est aussi une approche très commerciale et souvent dans laquelle se jouent des dynamiques de consommation sexuelle aussi. Dans ces grands centres urbains, on retrouve aussi des associations qui permettent des rencontres communautaires et hors d'un contexte commercial, matérialiste et de consommation sexuelle, mais ça reste pas assez développé, je veux dire. Y compris en dehors de ces centres urbains? Et certainement en dehors des centres urbains, là c'est là que ça pêche le plus, qu'il y a le plus de manque. C'est ça. Alors les choses ont un peu changé parce que si maintenant on a des applications pour se rencontrer, mais c'est vrai que l'importance d'avoir des lieux physiques où on peut aussi partager des ressources, partager nos expériences positives en dehors d'un cadre de sexualisation ou uniquement de rencontres sexuelles, effectivement c'est quelque chose qu'on constate pour toutes les personnes LGBTQI+, qui reste un manque et qui reste un besoin. Quand on parle plutôt de notre expérience en rue par rapport au harcèlement, aux agressions potentielles, aux agressions qu'on subit, à l'insécurité qu'on peut avoir de la part d'autres personnes, qu'est-ce que tu penses de la mise en place de lieux refuges, des lieux qui seraient identifiés pour pouvoir se mettre en sécurité, pour pouvoir appeler à l'aide, avoir du soutien et en tout cas éviter que ce harcèlement continue? Je pense que c'est une bonne idée, mais malheureusement, c'est une bonne idée. On devrait ne pas en avoir besoin, mais je pense que ça peut être une bonne idée, oui. Y compris du coup pour un homme blanc de 50 ans qui pourrait encore avoir besoin de ce genre de refuge. J'en aurais sans doute moins besoin que d'autres membres de la communauté, mais ça me rassurerait certainement, ça me permettrait certainement d'être plus confortable dans l'espace public. Oui, et je ne peux pas m'enlever de la tête que je pourrais en avoir besoin. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose, vu la visibilité qui augmente sur les enjeux LGBTQI+, vu la mise en place de ces structures, est-ce que tu penses que malgré tout on va vers un mieux ou tu crains qu'il y ait encore une montée des violences ou une aggravation de la situation? Mon point de vue là-dessus, c'est qu'on avance sur les deux niveaux. Heureusement et malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a la visibilité amène plus d'acceptation, amène plus d'ouverture, plus de connaissance des gens qui ne sont pas concernés par cet enjeu. Mais de l'autre côté, pour certaines personnes, ça va encore renforcer un certain clivage de eux contre nous. Et avec malheureusement la montée de la droite et de l'extrême droite un peu partout en Europe, il y a une validation aussi des discours clivants, haineux, et donc qui produit un encouragement du passage à l'acte. Et là, on le constate, c'est un fait. C'est même pas une mauvaise prédiction. C'est un fait, on le constate. C'est en tout cas la dynamique qui est en cours, selon toi, en Belgique actuellement.
Oui, qui est avéré. Je veux dire, on le voit partout, il y a une montée de la droite et de l'extrême droite. On voit qu'il y a une recrudescence et des groupuscules d'extrême droite qui se permettent de refaire des ratonnades comme il y a 50 ans. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours, tes expériences et aussi les quelques pistes que tu vois pour se sentir mieux, en tout cas dans l'espace public et dans les endroits collectifs en général. Okay.